Ceci est une pipe. Avec ses 8 mètres de hauteur et ses 600 kilos de bois, c'est la plus imposante du monde. Et à Saint-Claude, petite ville des montagnes du Haut-Jura, elle a de fidèles apôtres. Qui es-tu, toi qui oses demander d'entrer dans l'illustre confrérie des maîtres pipiers de Saint-Claude? Vous venez de pénétrer dans un temple où tout n'est que fumée. La pipe que vous teniez dans vos mains il y a quelques instants est un objet sacré. Droite, courbe ou demi-courbe, quelques grammes de tabac, la fumée est un art, la fabriquer également. Grâce à la pipe, Saint-Claude, cette cité encastrée dans la roche, s'est ouverte au monde. Les Saint-Claudiens ont fait de leur ville l'un des principaux centres de fabrication de pipes en Europe au XIXe siècle, étendant leur marché jusqu'aux États-Unis, forgeant des dynasties de pipiers. C'est toute ma vie. Je suis né dans les pipes. Mon grand-père était fabricant de pipes, mon père était fabricant de pipes, et moi j'ai été fabricant de pipes. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Si la pipe s'est développée dans ces montagnes jurassiennes, c'est qu'ici, le bois est roi. Car en moyenne altitude, la forêt rayonne. Au 5e siècle, ces monts isolés ont été le refuge d'un ermite à la recherche d'un désert. Au fil des ans, son éperon rocheux se transforme en monastère, et du monastère naît une ville, Saint-Claude. Elle tient, selon la légende, son nom d'un miracle. Au XIIe siècle, ils ont retrouvé le corps de Claude, l'ancien abbé, qui était né entre le 6e et le 7e siècle, près de Besançon. Et du coup, il a été retrouvé intact. Une foule de pèlerins déferle pour admirer la relique, comme en témoigne la cathédrale Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-André. Grâce à ce flot de pieux chrétiens, la ville se développe. Les artisans se sont installés sur Saint-Claude justement parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc ils ont créé de l'artisanat local, donc par le biais de tourneries sur bois. Ils servaient de tous les bois, les essences de bois qu'il y avait sur la montagne. Et du coup, ça leur permettait de façonner des choses, des articles religieux. Pour sculpter ces objets de piété, les artisans puisent parmi les nombreuses essences de bois que leur procurent les monts jurassiens. C'est connu pour ses épicéas, ses sapins, ses résineux. Et puis d'autres familles comme les feuillus, on peut retrouver du hêtre qui nous sert maintenant de bois de chauffage. On peut retrouver du buis et puis on peut retrouver également du charme. Ah ben voilà du beau buis. Magnifique. C'est un bois qui est assez résistant, qui est malléable. Et puis là, on peut voir, c'est un arbre qui repousse là, il est assez jeune. Et puis voilà, ces petites feuilles ovales là, qui sont douces au toucher. Chapelets, statuettes et petites croix côtoient aussi gobelets, cuillères et à partir du XVIIe siècle, des tabatières. Car le tabac, rapporté des Amériques, est devenu la coqueluche de la bonne société. Il se consomme à priser ou à fumer dans des pipes rudimentaires. Ces pipes étaient en général fabriquées en terre en France. Également en Hollande, c'était des gros producteurs de pipes en terre qui se fabriquaient par millions parce que c'était des pipes qui étaient très fragiles. Face à ce marché prometteur, les tourneurs sur bois de Saint-Claude usent de leur savoir-faire pour se diversifier. Après avoir sculpté des tuyaux pour le compte de pipiers étrangers, ils se lancent dans l'élaboration de pipes entières avec les bois de leur pays. Il y avait le buis, le hêtre, le merisier, qui sont des bois locaux, qui se prêtaient pas très bien à la fabrication de la pipe. À savoir que vous aviez le buis, qui est un bois qui est très, très résistant, donc il résistait bien à la chaleur. Le problème du buis, c'est que c'est un bois qui a beaucoup d'odeur, puis beaucoup d'acidité dans le bois. Et ce qui fait que quand on y fumait, c'était pas très bon à fumer.
Jusqu'à ce qu'au milieu du 19e siècle, le hasard les aide à dégoter le bois idéal. Ce qui va tout changer dans la fabrication de la pipe à Saint-Claude, c'est la découverte de la racine de bruyère, plus exactement ses propriétés, c'est-à-dire que ça brûle pas facilement et ça donne pas de goût. Et il se trouve que c'est une bruyère arborescente qui pousse au bord de la mer Méditerranée, dans le maquis. Quand on manquait de buis, on en achetait parfois aux gens du bord de la Méditerranée. Et puis un jour, il y a des souches de bruyère qui se sont trouvées dans un lot de souches de buis. Et puis là, on a découvert effectivement que c'était formidable pour fumer la pipe. Il n'y avait plus ce problème de goût un peu âcre qu'avait le buis. Donc depuis, quasiment toutes les pipes en bois sont en racines de bruyère. C'est un arbuste, comme ça. Ça, c'est le tronc de la bruyère arborescente. Mais nous, on utilise une boule qui se forme entre le tronc et les racines. Jusqu'aux années 1880, les artisans saint-claudiens sont les seuls au monde à produire des pipes en bruyère. Saisissant leur chance, ils usent d'inventivité pour développer leur production. À Saint-Claude, les mécaniciens locaux ont inventé des tours pour fabriquer en série. Les principales étapes de la fabrication de la pipe, c'est le tournage de la tête de pipe. Il y a le montage du tuyau aussi entre les deux, et puis le polissage. C'est ça qui va prendre le plus de temps. Chaque tour qui est ici va me permettre de tourner une partie de la pipe. À la fin du 19e siècle, l'histoire des tourneurs de Saint-Claude prend un nouveau tournant. Alors que la pipe est la façon de fumer la plus populaire et qu'ils fournissent toute l'Europe en bouffarde de bruyère, la révolution industrielle vient transformer l'art des pipiers et bouleverser le destin des habitants du Haut-Jura. Mon arrière-grand-père était originaire de l'Anjou. Ses parents étaient paysans, il a perdu son père et sa mère très jeunes. Les enfants sont venus s'établir à Saint-Claude et quand il avait 20 ans, il a créé sa première usine de pipe. C'était dans les années 1875. Et tous les noms de pipiers étaient des noms de Saint-Claudiens ou des villages proches. Ces nouvelles fabriques, montées par des pipiers toujours plus nombreux, tirent profit des rivières qui traversent la ville pour faire fonctionner les machines jour et nuit, à un rythme de plus en plus soutenu pour ceux qui les activent. L'eau, pendant 50 ans, ça a été la seule source d'énergie. Sur la Bienne ou le Tacon ou sur l'Abîme, vous aviez des petits barrages qui étaient faits, puis des dérivations qu'on appelait des arrivoirs, qui menaient l'eau à des roues en bois. Ces roues tournaient et faisaient tourner les machines. On était soumis aux aléas climatiques, c'est-à-dire qu'en période de sécheresse, on arrêtait de fabriquer, et que souvent, pour réussir à travailler au maximum, on faisait deux équipes. On avait une équipe qui allait travailler de minuit à midi, et une autre équipe qui allait travailler de midi à minuit, ce qui permettait de faire fonctionner la roue pendant 24 heures. Cette cadence, déjà intense, se fait presque infernale avec l'arrivée de l'électricité au début du XXe siècle. Les fabriques se muent en usines qui se déploient partout dans la ville. Les artisans devenus ouvriers doivent produire en accéléré. Parmi eux, il n'y a pas seulement des hommes, mais aussi des centaines de femmes chargées du polissage et d'enfants attelés aux tâches ingrates. Le travail est ardu, les salaires souvent bas, certains ouvriers ne voient d'autre issue que l'exil. On a des fabricants anglais qui ont débauché des ouvriers saint-claudiens qui partaient donc travailler à Londres parce que les salaires y étaient meilleurs. La chambre syndicale a essayé de réagir à ces départs en donnant comme consigne à ces fabricants de ne pas réembaucher le pipier déserteur. Celui-là était interdit de séjour à Saint-Claude. S'il revenait parce que ça se passait mal en Angleterre, il ne fallait pas qu'on puisse le réembaucher dans une usine à Saint-Claude. Entre patrons et ouvriers, la relation se tend jusqu'à l'affrontement. Sensibles aux idées socialistes très présentes dans le Jura, des ouvriers pipiers montent un syndicat baptisé Le Travail. Devant l'intransigeance du patronat, ils se mettent en grève en juillet 1906 et ouvrent la voie à un mouvement social qui entraîne une grève générale et paralyse la ville pendant plusieurs mois. Un accord est finalement trouvé, mais les ouvriers pipiers ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Lorsqu'on a eu la grève de 1906, vous avez quelques ouvriers qui ont décidé que les patrons étant tous d'innommables personnages, il fallait éviter de travailler avec eux. Ils ont monté leur coopérative.
Cette coopérative ouvrière de production, baptisée La Pipe, n'a pas pour objectif de dégager des profits. Elle reverse tous les bénéfices à des caisses sociales, ce qui permet de financer le chômage, la santé, la retraite des ouvriers et même de compenser les pertes de salaire en cas d'invalidité ou de décès. Mais elle ne concerne que quelques sociétaires parmi l'immensité des ouvriers attelés à produire toujours plus pour fournir des pipes à travers toute la France, l'Europe du Nord et jusqu'à l'Australie et aux États-Unis. On estime qu'en 1925, il y avait à peu près 6000 personnes qui travaillaient sur la pipe et que la production était de l'ordre de 45 millions de pièces. 45 millions de pipes. Ça faisait vivre toute la ville, quoi. Cet âge d'or de la pipe saint-claudienne prend fin brutalement avec la Seconde Guerre mondiale. Prisonniers de leur ville située en zone occupée, les artisans ne peuvent plus s'approvisionner en bois de bruyère. Pire, à la sortie de la guerre, les GIs allument la flamme d'une nouvelle addiction, la cigarette. Ça a coupé court à la fabrication de la pipe, clairement. Pourquoi? Parce que la cigarette, c'est tellement simple à fumer. C'est-à-dire qu'on sort une cigarette, on l'allume, on la fume. Alors qu'une pipe, il faut prendre son objet, prendre le tabac, bourrer sa pipe, allumer sa pipe, y arriver déjà, donc c'est quelque chose. Sur les écrans, les acteurs américains d'Hollywood, clope au bec, infligent un coup de vieux à la bouffarde de Saint-Claude. Mais l'émergence de nouveaux marchés étrangers, notamment en Asie du Sud-Est, prennent en partie le relais pour faire vivre la manne saint-claudienne. Antoine Grenard a hérité de la fabrique de son père et exporte aujourd'hui 70% de ses pipes dans le monde. Je me suis dit, il y a quand même une histoire à faire perdurer. C'est-à-dire que j'avais entre les mains la possibilité d'écrire des lignes d'une histoire de la pipe, en créant des nouvelles choses, et en faisant des pipes totalement différentes de ce qui se faisait dans le passé. Antoine Grenard et d'autres saint-claudiens se battent pour sauver la pipe au sein de la confrérie des maîtres pipiers, qu'ils doivent à un illustre fumeur, Edgar Faure, ancien président du Conseil de la 4e République. Élu sénateur du Jura et bien décidé à soutenir ses électeurs pipiers, il fonde cette confrérie en 1966. La confrérie, à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose pour que les fumeurs de pipe se rencontrent. Et un moment privilégié à Saint-Claude, il y a l'intronisation, durant laquelle les gens ont des tests à faire pour fumer la pipe. Il y a des personnes dans le monde entier qui ont entendu parler de cette confrérie et qui veulent un jour en faire partie. À Saint-Claude, l'industrie de la pipe aurait pu partir en fumée, balayée par les modes et la concurrence. Elle a su pourtant garder ses partisans, jeunes et vieux, qui puisent à travers le tuyau de bois plus que de la fumée, tout un esprit épicurien et poétique.